Voici un bien étrange objet, une invention qui n'est jamais devenue une innovation. On dirait un autobus, presque un autobus. Mais ce serait un anachronisme. L'automobile et les transports publics motorisés, tels que nous les connaissons aujourd'hui, n'existent pas encore en 1873. Voici l'obéissante d'Amédée Bollé, un véhicule à vapeur à propulsion arrière. Le chauffeur s'occupe et alimente la machine à vapeur qui constitue le moteur de cet engin. L'obéissante pouvait accueillir 12 passagers. Et à l'avant, le conducteur de cette obéissante pilote l'engin grâce à un système de direction particulièrement innovant. L'obéissante obéit pratiquement au doigt et à l'œil. L'obéissante offre un confort de transport digne des meilleures diligences de l'époque, c'est-à-dire des véhicules tractés par des chevaux, grâce à un système de suspension repris directement de ces diligences. Il faut savoir que cet engin pouvait atteindre en pointe 40 km/h. L'obéissante accomplit son premier voyage entre Le Mans et Paris en 1875. C'est un trajet qui lui prendra 18 heures. La réglementation de l'époque, ne prévoyant pas la circulation de véhicules sans chevaux, obligera la maréchaussée à verbaliser plus de 70 fois cet étrange engin. Finalement, l'obéissante est un objet hybride, une diligence confortable de transport à vapeur. C'est une invention. Ce n'est pas encore un autobus, c'est un prototype. Une selle de cheval, un guidon, 2 roues, un cheval à 2 roues, un vélo-cheval, un vélo. 2 roues et un système de pédalier, mais qui se trouve sur le moyeu de la roue avant. Pas de chaîne, pas de système de transmission, pas de système de freinage, pas de pneumatique sur les roues. En effet, on ne peut pas parler d'une bicyclette telle qu'on l'entend aujourd'hui. Effectivement, il s'agit d'un vélocipède à corps ondulé fabriqué par Pierre et Ernest Michaud en 1865. Cet engin, une sorte d'intermédiaire entre la draisienne, véhicule sans pédale, et les bicyclettes contemporaines. Un avion, Un oiseau. une chauve-souris, L'engin possède 2 hélices sur son avant, 2 ailes, 3 roues, un siège destiné probablement à un pilote et un emplacement pour son moteur. C'est l'avion numéro 3 de Clément Ader datant de 1897. C'est le premier engin plus lourd que l'air à avoir décollé de quelques mètres seulement. 258 kg à vide, à peine 400 kg avec le moteur et le pilote, Clément Ader. Clément Ader était un ingénieur, il a fait sa carrière dans les chemins de fer. C'était aussi un inventeur qui a travaillé sur le vélo, sur le téléphone, avant de construire son premier aéroplane en 1890, l'Éole. Et c'est grâce au soutien des militaires qu'il a pu réaliser 3 prototypes jusqu'à ce dernier. Avion sans aile ou voiture à hélice, voici l'Helica de Marcel Leya, une voiture à traction aérienne de 1921. Marcel Leya est un ingénieur de l'école centrale et vit à une époque où se développe simultanément l'industrie automobile et l'aviation. Il réalise plusieurs avions pour l'armée française lors de la guerre de 14. C'est en travaillant sur les hélices qu'il est amené à adapter ce type de moteur à l'automobile. Profil aérodynamique, moteur de la firme ABC, l'Helica ne pèse que 225 kg. Tout cela lui permet d'atteindre des vitesses élevées de l'ordre de 100 km/h. En 1927, sur le circuit de Montlhéry, elle atteint même la vitesse de 170 km/h. L'Helica est une véritable chimère, un objet hybride, une voiture-avion qui n'a jamais été produite en série et qui n'a jamais eu de descendance. Appareil photo argentique ou numérique. Ce boîtier a conservé l'aspect des appareils à pellicule. On pourrait presque remonter la pellicule avec la manivelle. Mais la pellicule a été remplacée par un capteur électronique. C'est l'ordinateur associé au boîtier qui traite l'image reçue par le capteur. Cet appareil est le DCS-100 de Kodak, monté sur un appareil argentique. DCS pour Digital Camera System,
en français appareil photo numérique. Il date de 1991. C'est un hybride, ni argentique, ni autonome comme appareil numérique. Il lance la lignée d'appareils DCS de Kodak, avant que tout puisse être intégré dans un appareil numérique complet et autonome que nous connaissons aujourd'hui. Vous venez de découvrir une série d'objets du Musée des Arts et Métiers. Ce sont des objets de collection qui appartiennent à un passé révolu. Aujourd'hui, on connaît la suite de leurs histoires. Certains de ces objets ont disparu complètement de notre horizon technique. D'autres ont donné naissance à des lignées d'objets qui peuvent leur ressembler. Vu de nos connaissances actuelles, on a qualifié ces objets parfois d'intermédiaires entre des technologies, d'entre-deux, ou d'hybrides entre technologies qui peuvent être contemporaines à un instant donné. En tout cas, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre sur la fabrique de l'innovation. L'objectif de cette vidéo, c'est de mieux comprendre l'innovation de rupture en analysant des objets qui se situent avant la rupture, en s'intéressant à ces inventions qui ne sont pas encore des innovations et avant que ne s'établisse un véritable dominant design ou identité de ces objets. La notion de dominant design sera définie plus précisément dans une vidéo spécifique. Néanmoins, nous pouvons à ce stade nous doter d'une définition provisoire. Le dominant design d'un objet, objet au sens générique, que ce soit un produit, un service, une relation, un process, c'est l'ensemble des propriétés qui font que l'on reconnaît cet objet pour ce qu'il est. On utilisera également le terme d'identité des objets, équivalent au terme de dominant design. Prenons quelques exemples. Si je dis une chaise, on a une représentation d'un objet avec des pieds, plutôt 4 pieds, une manière de s'asseoir et de supporter le dos. Si je dis une voiture, exemple que nous avons déjà beaucoup rencontré, c'est un objet qui roule avec un moteur plutôt à l'avant, 4 roues, c'est aussi une manière de l'utiliser, de le concevoir, de le fabriquer. Si nous disons un service bancaire, une nuit d'hôtel, on a des représentations qui s'attachent à la manière dont ces services sont produits et utilisés. Voici ce qu'est provisoirement le dominant design. Et muni de cette définition provisoire, on peut enfin ajouter que l'innovation de rupture est celle qui change le dominant design, qui brise un dominant design existant et qui en installe un nouveau.